Salut les copines, salut les copains, bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour ce nouvel épisode de Bagarre Générale. Heureusement pour vous, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Avec nous aujourd'hui, Loïc, le monstre en guise, ceinture noire de JJB, pratiquant de MMA, fan du Glory, chanteur du groupe de rock Tchernobyl et dresseur de chiens. Exactement. Bonjour Loïc, comment ça va? Ça va et toi Adrien? Dans ce super plateau que j'appellerais le plateau Pierre Sled. On se sent un petit peu stade 2. C'est ça. Et du coup, avec nous aussi Christian, spécialiste du noble art, la vraie patte de Paname, journaliste sportif chez RMC Sport et Canal+, entre autres. Consultant déco d'intérieur. Bah, c'est moi qui ai fait la déco. Voilà, et c'est très joli. Il y a un bel upgrade là. Meubles et luminaires, on est sur quelque chose de très joli. Merci à toi, Christian, pour ta présence et pour ce décor. Exceptionnellement, Eric n'est pas là cette fois-ci, mais on l'embrasse et on lui dit à la prochaine fois, évidemment, sans faute. On n'aura pas beaucoup de temps aujourd'hui, messieurs, donc il faudra être concis et précis. Deux grosses parties. L'UFC 251, résultats et focus sur les 3 championnats du monde. Ensuite, quelques news. Et évidemment, il y aura le crochet box, la partie de notre vraie patte de Paname. En boxe, on aura retour de la boxe en France, syndicat des boxeurs pro, toujours en France. Toujours en France. Un petit bif Ryan Garcia, Golden Boy. Gros bif. C'est compliqué. Et ensuite, on va parler un petit peu d'e-sports, jeux vidéo. On va parler de ça. Un petit coup de gueule. Il est colère. J'aime bien les coups de gueule. Sport, mais c'est un coup de gueule. Il est colère. Parce que Christian qui lâche des coups de gueule, c'est quand même relativement rare. Là, ils ont dû faire des vraies conneries. Avant de commencer, je vous rappelle les règles qui sont toujours les mêmes. Protégez-vous tout le temps. Je veux des débats et des interventions clean au-dessus de la ceinture, évidemment. Donc de la discipline, si vous parlez en même temps que vous vous coupez la parole, c'est 10 pompes. En plus, là, maintenant, on a beaucoup de place. On peut même faire des burpees. On peut faire des grands. Et on va commencer tout de suite avec le débrief de l'UFC 251, messieurs. Allez, c'est parti. C'est parti. Un UFC 251 à huis clos à Abu Dhabi, la Yas Island, la fameuse Fight Island. Alors, je sais que vous n'êtes pas très content. Island, comment dire Presque Island. Qu'est-ce qui vous a embêté avec cette Fight Island? Moi, très sincèrement, le rendu visuel de tous les produits de présentation de l'UFC, je les ai trouvés magnifiques. Ils étaient vraiment très beaux. Donc, je trouve que tout le panorama de là où ils étaient était vraiment magnifique. Et donc, j'arrive Fight Night, le soir de l'événement. Je me retrouve dans une salle, tout ce qu'il y a de normal. Des transats et des parasols. Moi, je m'attendais à ce que... D'ailleurs, Dana White avait montré une photo sur son compte Instagram de l'octogone d'entraînement qui était sur une plage. C'était quand même... Là, c'était Fight Island. Un octogone qui est impraticable la journée à cause de la chaleur. Ah oui, évidemment. C'est marrant effectivement, aussi. Quand on sait ça, c'est un peu plus logique de voir que dans la soirée, ils ont été obligés d'aller dans une salle tout à fait logique. J'ai l'impression d'avoir été un peu floué. Je suis d'accord parce que en plus au-delà de donc tout le marketing de dire c'est Fight Island, de faire les vidéos où tu vois vraiment le truc au bord de l'eau, tu sais, tout le monde a rêvé un peu de ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est que à un moment, Dana White pendant le confinement nous a quand même sorti j'ai une île. Oui, j'ai une île. Effectivement. Genre, donc toi, tu te dis, ça y est, il va nous faire un truc au kumité, tu vois. Genre, il va y avoir des lions, des tigres, des requins, la cage au milieu, les mecs qui vont se bastonner, le perdant, on le jette par au-dessus dans l'eau et tout. Tu vois, genre, Street Fighter. C'est ça. Le mec nous dit, j'ai une île, et au final, t'as un truc, c'est même pas vraiment une île, c'est une presqu'île. Tu vois, limite, le gars, il est à Agen ou sur l'île de Ré, tu vois. Et en gros, j'ai une île. Non, c'est pas vraiment une île, tu vois. J'apprécie énormément votre candeur. Vous découvrez maintenant que l'UFC, Dana White sont des princes du marketing et qui vous ont en effet un peu survendu le spot. Il y a des manières de raconter des histoires. Ouais. Tu peux raconter une histoire en disant voilà, on va sur une île. Alors effectivement, ça sera dans une salle, mais on va sur une île pour changer un petit peu, ça sera à huis clos. Là, il nous a. En plus, moi j'insiste sur la photo que Dana White a publiée, c'est que vraiment, il nous le vend en mode voilà, c'est là que les fighters s'entraînent, sous-entendu. Les gars, c'est là que ça va se passer. Vous vous sentez spolié. Moi, je me sens. On m'a menti. Voilà. Bon, retour de la grande cage néanmoins pour l'événement. Ça, c'était relativement agréable. On va commencer par quelques petits résultats rapides. Amanda Ribas en mouche féminine
qui s'est occupé de la nouvelle free agent, Paige Van Zandt, par soumission au premier round. Beau juge. Grosse perf de Ribas, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour Paige Van Zandt? On sait qu'elle a plus de combat sur son contrat UFC. Elle gueule sur l'UFC et sur Dana White depuis un moment, en disant que voilà, elle gagne plus de sous avec Instagram qu'avec l'UFC. Ouais. On a envie de dire tant mieux, parce que Ce qui va se passer. Ouais, parce que l'UFC, ça n'a pas l'air d'être Avec TikTok aussi. si facile que les réseaux sociaux, apparemment. Non, mais en plus, moi, je pense qu'elle a une cote qui reste quand même assez élevée. Ouais. Parce que bon, je ne veux pas passer pour un machiste ou quoi, mais c'est une très jolie jeune femme. Ouais. C'est une jeune femme qui sait combattre aussi. Oui. Hein, elle a encore, Surtout. Elle est jeune. Je pense qu'une autre fédération, peut-être moins, enfin certainement moins cotée que l'UFC, sera intéressée pour la signer sur quelques combats et voir ce que ça donne. Donc je me fais pas trop de soucis pour elle, mais effectivement à l'UFC ça. Moi, je pense que le Bellator va rebondir vu que son mari combat au Bellator, c'est plutôt, je dirais pas, c'est pas la tête d'affiche, mais c'est quand même un très bon fighter du Bellator. Donc j'imagine que le Bellator va peut-être saisir l'occasion et de se dire, en plus on a un couple bankable sur les réseaux sociaux. Le Bellator, ils ont besoin d'avoir un peu de visibilité. Donc Paige Van Zandt, je la vois bien au Bellator. Sur Bellator, au Bellator. Après c'est retour des choses parce que c'est un peu elle qui a un peu bistonné aussi l'image de son mari qui en soi était pas non plus ultra connu et qui depuis, je vais pas vous mentir, moi j'ai commencé à le suivre depuis que j'ai vu que ils ont des petites stories plutôt marrantes les deux. Ils sont nus. Ils sont souvent tout nus, ils dansent, ils font du TikTok, tout ça. Moi j'aime bien. Ils ont l'air de bien se marrer. Ils ont l'air de bien se marrer, je trouve ça cool. Allez, on n'a pas beaucoup le temps. Ensuite, la belle revanche de Rose Namajunas en paille contre Jessica Andrade à la décision. Bon, du coup, on peut imaginer qu'on va peut-être avoir une belle maintenant, ce qui serait logique ou pas logique. Andrade, vas-y. Ce qui serait logique à mon sens, si je suis à la place de Rose Namajunas, c'est d'aller voir la championne, d'aller voir Zhang Weili. Ouais. Et éventuellement après, elle aura toujours l'opportunité, qu'elle gagne ou qu'elle perde d'ailleurs face à Weili. Moi, je pense qu'elle perdrait en 5 rounds parce qu'elle est un peu short à mon sens, mais elle peut ensuite s'offrir une belle. Mais à sa place, moi, je toque à la porte. Surtout que je trouve qu'elle a plutôt bien dominé le combat, à part sur les périodes de combat où Andrade se réveillait, notamment le dernier round qui a été assez dévastateur pour Namajunas. D'ailleurs, elle prend son visage se déforme sur le dernier round. Avant, il y a le nez cassé aussi. Mais du coup, non, moi je pense que Namajunas elle a sa place pour un title shot, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut juste revenir sur un truc, le physique d'Andrade? Oui. C'est le menton, j'ai l'impression que ça ment pas trop, non? On n'a pas envie les trapèzes. On n'a pas envie d'en prendre une. Les dorsaux, la manière de bouger à la Vanderlei Silva, elle faisait flipper quand même. Non, c'est carré. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu sous-entendrais qu'il y a des vitamines on est sur ce crédit. Okay, je me demande. Non, je veux juste dire que je trouve que pour le coup, Rose Namajunas, elle a l'air clean, archi clean, et elle fait vraiment limite Blanche-Neige, tu sais. Thug, elle le porte assez mal comme nom, parce que c'est pas une thug du tout. Et elle fait très clean. Et vraiment, moi, j'adore cette combattante. Et je trouve que Andrade, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand tu la vois, tu te dis, bon, elle fait un peu penser à Cyborg, à Chris Cyborg, en un peu moins, mais quand même, t'as quand même le gros menton, t'as des trapèzes, désolé, ça ment pas pour avoir sur le trapèze, soit elle fait, elle a toujours été de la muscu. Ouais, mais c'est pas le problème. Elle est dans le programme USADA, elle se fait pas flaguer, et à partir de ce moment-là, ça devient compliqué. Je suis d'accord. On a toujours eu affaire à une athlète assez trapue, très dynamique, où tu sens que si tu t'en prends une, tu la sens passer. Bien sûr. Mais non, moi, j'ai pas vu de différence majeure par rapport aux combats précédents, à ces combats précédents. Mais bon, très beau fight. Nous n'avons qu'une heure aujourd'hui. Oui. Donc gardons un petit peu de temps, par exemple, pour le premier championnat du monde de la soirée. Petr Yan qui inflige une correction à la légende José Aldo en coque. Après 5 rounds et un grand and pound ultra violent en fin de combat. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrêt de l'arbitre? Est-ce qu'il est un petit peu tardif? Est-ce qu'il ne l'est pas? S'il y avait que ça, moi, sur tout le combat, l'arbitre, j'avais envie de lui foutre des claques tellement je le trouvais chiant. Alors, les doigts, range tes doigts, les orteils dans le grillage. Mec, à un moment, juste, oui, les doigts. Les mecs ont conscience qu'ils vont pas aller poquer les yeux, tu vois. Ce sont les règles. Je suis d'accord, mais je veux dire, derrière, Holloway fait à peu de choses près la même garde, les doigts un peu plus fermés, mais il a quand même les mains ouvertes. Restons sur Petr Yan contre José Aldo. Mais alors moi, déjà, je te trouve assez méchant avec Aldo, parce que je trouvais que, mine de rien, il a sorti un bon fight. Alors pour la petite info, j'étais dans le Jura, donc je me suis fait spoiler tous les résultats et j'ai regardé l'UFC qu'hier. Et donc quand j'ai vu un peu tout ce qui se disait, je me suis dit bon, Aldo s'est fait démonter. Tu vois, j'ai regardé un peu les combats en ayant déjà les résultats et les
commentaires de tout le monde. Du coup, j'ai vraiment regardé ça en me disant, bon, bah, Aldo s'est fait démonter. Bah, Aldo s'est absolument pas fait démonter, je trouve. Il débute très bien le combat. C'est il est pas pas le mal, Aldo qu'on a connu, ça je suis d'accord, et il est clairement sur la pente descendante. Mais il a fait un beau combat et je trouve que il y a quand même il y a pas de round qu'on peut donner à Aldo assez facilement. Si, peut-être on peut notamment c'est beaucoup. le début, en tout cas le début de combat, tu peux lui en donner au moins. Il entame bien. Après le pépin, c'est qu'on n'est pas dans sa caté. Ouais. Et puis la fin du combat est absolument Elle est terrible pour pour lui. Il est cuit. Ouais. Il est cuit, archi cuit. Et puis on a ce truc du fameux arbitre qui laisse sa chance à la légende parce qu'il y a une ceinture, mais là il laisse trop de chance quoi. C'est un peu long à la fin. Ça dure trop longtemps. Et je pense que même Aldo à la fin il est là, il doit se dire alors moi, il y a quelque chose aussi, c'est que j'aimerais. On a eu des infos sur une potentielle blessure d'Aldo à la côte ou pas? Parce que mine de rien, premier round, il se fait sécher comme ça, il tombe. C'est vrai. Et en fait, là, c'est amené au sol qui n'en est pas vraiment une. C'est un peu la même chose. Il se refait sécher à la côte. Bah d'ailleurs, voilà, on a l'image. À la côte d'Opale, comme on dit chez moi. Et c'est vrai que les commentateurs d'ailleurs, messieurs Simon et Lapillus, Antoine et Taylor, pour ne pas les prénommer, on l'ont tout de suite vu, et puis je pense que toutes les personnes qui regardaient le combat, c'est vrai que sur une phase, on sent qu'il y a un truc qui se passe chez Aldo et on comprend pas. Il y a un tweet de Steven Thompson, si je dis pas de conneries. Il dit peut-être la côte cassée. Il me semble que c'est Thompson, mais je suis plus très sûr. Mais oui, peut-être broken rib, comme on dit. Donc on commence à se poser la question. Puis ça rougit bien pendant le combat, mine de rien. Oui, et puis on sent vraiment lui-même dans son œil et son attitude à Aldo, il se passe un truc, mais on comprend pas bien. Mais je trouve que pour le coup, il a une bonne poker face parce que le round sur lequel il a été le plus efficace, d'après moi, c'est le deuxième. Ouais. Celui juste après s'être fait sécher. Et à la limite, tu as l'impression qu'il se dit bon, bah là, je vais lui montrer que j'ai rien senti. Sauf que bah, on a bien vu que le dernier round, c'est pas vraiment une amenée au sol. Il se rejette lui sur le dos en mode. Tu sens qu'il a encore bien mal. Il est vraiment très et malheureusement, c'est ça. Voilà. Après, on parle de José Aldo. C'est un mec qui a combattu toute sa vie. Est-ce que, à son âge, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que c'était un peu le combat de trop? Si c'était pas le combat de trop, ce serait bien que ce soit le dernier. Non, je trouve qu'il a été. Franchement, il mérite pas après ce combat qu'on dise là, c'est le combat de trop. Ok, la fin, elle est violente. La fin, voilà, on a les images. La fin est très violente. Il y a beaucoup de sang. Mais en soi, moi, je trouve qu'il a fait un combat plus que acceptable pour un title shot. La fin est violente surtout parce que l'arbitre le stoppe pas au bon moment. Il attend sans doute un petit peu trop. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens, et j'en faisais un peu partie, qui se disaient que le spot n'était pas légitime pour José Aldo. Non, clairement. Se retrouver en title shot poids coq comme ça. Ça, je suis d'accord. Sa chance, entre guillemets, c'est que déjà, il est José Aldo. Oui. Voilà. Il est top 10 dans une catégorie, les coqs, où à peu près tous les mecs du top 10 peuvent prétendre à un title shot. Donc il est dans ce maillage-là, donc ça lui donne une chance. Mais mine de rien, Aldo, c'est un mec qui reste sur 2 défaites de suite. Des défaites pas faciles en plus. Moi j'étais persuadé que ça se finirait plus tôt, parce que Petroyan, et on l'a vu pendant... là on dit Piotr, je crois qu'on dit. On peut dire Piotr, on peut dire Pietre, on peut dire Peter, comme Peter Parker. Excellent boxeur. Moi, je l'ai trouvé... J'ai trouvé au niveau de sa garde, déjà, ça se voit qu'il a un passé, de boxeur, et puis même son jab est assez incroyable. Bien sûr. Je l'ai trouvé vraiment très très fort là-dessus. Aldo est quand même très bon au niveau des low kicks. Je trouve qu'il arrive un peu à le décontenancer sur un moment. Alors, les low kicks, je trouve qu'il prend un peu le dessus sur le deuxième. Il avait un pur style Muay Thai. Là, clairement, il avait même un round où il a commencé comme ça. Et je me suis dit, oula, il nous fait un sagat là. Avec le genou qui monte. Il faut savoir que les low kicks chez Aldo, c'était une de ses armes fatales. Qu'à un moment, il a mis un petit peu de côté et qu'il a l'air d'être revenu un petit peu. Il y a notamment ce balayage en début de combat qui doit être vexant pour celui qui se le prend aussi. Une balayette comme ça. Je pense que c'est pas super douloureux, mais je pense que c'est vexant. Et puis, ça montre aussi à ton adversaire que tu sais où sont ses appuis, etc. et que tu peux t'en servir. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que José Aldo vient d'une team qui est une team mondialement reconnue en Jiu-Jitsu, qui est la Nova Unao. Et c'est étonnant qu'il ne l'utilise pas plus. Son coach principal, c'est un coach pur Jiu-Jitsu, qui est devenu par la suite un coach de MMA, Vale Tudo, tout ça. Mais lui, son background à José Aldo, son premier amour, etc., en tout cas son club, l'affiliation, elle est Jiu-Jitsu. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage parfois qu'on ne voit pas un peu plus bosser ça, surtout qu'il est black belt. José Aldo était outsider dans ce combat. Il était à 3,1 contre 1. Petr Yan était à 1,4 contre 1. Donc évidemment, Yann confirme qu'il est à son top. Il prend ce titre vacant. Pour José Aldo, stop ou encore?
messieurs? Alors, à mon sens, ça dépend de ce qu'il veut. Ouais. Moi, je pense qu'il pourrait continuer. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'options pour En lui. coq, tu veux dire? En coq ou éventuellement dans sa catégorie de prédilection. Mais je pense que j'ai le sentiment qu'il veut rester en coq. Ou en tout cas, c'est la catégorie où il se sent le mieux en ce moment. Ouais. Même s'il doit beaucoup... Ouais, je sais pas couper et tout. si le cutting est une bonne chose à son âge. C'est pas forcément une bonne chose, mais ça fait déjà plusieurs rendez-vous qu'il est en Ouais, coq. ouais. Est-ce qu'il a envie d'accepter d'être cette espèce de faire valoir un peu de luxe pour les jeunes qui montent? C'est-à-dire, est-ce que, admettons, s'il y a un Sterling Aldo, est-ce que lui, il accepte ce combat-là, tu vois? Ou un O'Malley Aldo, est-ce qu'il accepte d'être un peu cette marche à franchir Le nom, avant de, tu vois, voilà, le nom à inscrire gros sur le nom à CV. inscrire. Exactement. C'est à lui de voir s'il accepte ça. C'est totalement possible et je pense que pour l'UFC et pour Dana White, lui, je pense qu'il signerait totalement de garder encore Aldo pour 2-3 fights, tu vois. Mais moi, à sa place, qu'est-ce qu'il a approuvé de plus? Qu'est-ce qu'il a gagné de l'argent? Je l'ai trouvé relativement en forme. Et surtout, d'ailleurs, c'est Daniel Cormier. Alors oui, moi je regarde les commentaires en anglais sur le Fight Pass. Et je sais plus si c'est Cormier ou Bisping qui dit à un moment regardez le dos d'Aldo. Mais il a un dos, il a des muscles. Je sais même pas s'ils existent sur d'autres personnes. Il est bien taillé. Ça reste un athlète hors du commun. Il a un physique de malade. Disait Christian, il a plus grand chose à prouver. Il est resté champion, je sais pas combien de temps, invaincu, je sais pas combien de temps. Et surtout, combien d'organisations il a été champion. Oui, c'est sûr. Il a fait le WEC. On sait qu'il a croisé un certain Irlandais qui a... depuis ça, c'est plus le même. Ça a été le grain de sable. Mais en plus, moi, ça me fait beaucoup de peine pour José Aldo parce qu'il était vraiment à son apogée au moment du fight McGregor. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un film qui était prévu, qui devait sortir, un biopic sur sa vie, qui devait sortir, je crois que le lendemain ou la semaine d'après le combat contre McGregor. C'était sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises. Et là, je crois qu'il est sorti au Brésil, en fait. Non, moi je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais. Oui, je l'ai vu. Ils ont pris un comédien qui lui prend 20 cm et 15 kilos pour le jouer. C'est Dana White qui l'a choisi apparemment, comme pour Lille. J'ai pas compris. Mais... oui, ça prend des choses sur sa vie, et puis oui, sa vie qui a été un peu difficile. Mais sinon, j'avais pas trouvé ça transcendant non plus. Okay. Bon, faut qu'on avance quand même un petit peu. On avait un deuxième championnat du monde qui se trouvait aussi être le co-main event en plume. Encore une revanche qui opposait Alexander Volkanovski à Max Holloway. Une décision qui va en faveur de l'Australien. Pas du goût de tout le monde, et notamment, quand je vois ta tête, Christian, c'est pas de ton goût, cette décision. Je suis un peu... ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu parce que, alors, effectivement, le champion, pour le déloger, pour lui prendre sa ceinture, il faut faire beaucoup. Oui. Il faut vraiment montrer... Il faut aller chercher la ceinture. Il faut vraiment que les juges aient le sentiment que le challenger n'a laissé, comme ils disent en anglais... No stone unturned, qu'il a vraiment tout fait pour aller chercher la ceinture. Et ben moi j'ai le sentiment que Max Holloway l'a fait. J'ai le sentiment qu'il a tout fait, qu'il a fait ce qu'il fallait pour avoir la ceinture. Je ne dis pas que Volkanovski a perdu la ceinture, mais vraiment que Holloway est allé la chercher. Parce que c'est pas la même chose, à mon sens. Comme vous êtes d'accord, je vais me faire l'avocat du diable. Il faut bien. Je trouve qu'Holloway démarre très très bien le combat. Les 2 premiers rounds sont évidemment pour lui. Et puis, il y a ce 3e round qui, pour moi, est la charnière de ce combat, où on a un Holloway qui lève un petit peu le pied, pas énormément, mais un petit peu, et puis suffisamment pour que ça se voit, parce que c'est aussi le moment où Volkanovski va accélérer. Donc, c'est là que la différence se fait, et je trouve aussi, de mémoire, si je dis pas de bêtises, il y a ce takedown, alors certes qui dure pas longtemps, de Volkanovski sur Holloway, qui réussit, qui marque des points, et ensuite Volkanovski va, je trouve, maîtriser les rounds 4 et 5. Donc je trouve ça dommage et un peu triste pour le spectacle, parce que c'est vrai que ce combat-là était beaucoup plus serré que le premier entre deux, et qu'on aurait aimé avoir une belle pour l'histoire, mais je trouve qu'au final, c'est pas du tout un vol, et que Volkanovski mérite aussi de garder sa ceinture.
Ce qui est un petit peu ennuyeux maintenant, évidemment, c'est que on sait que Volkanovski avait accordé un rematch immédiat à Holloway juste après le premier combat. Je trouvais ça assez fair-play parce que c'était plutôt risqué pour lui. Là, on lui a reposé la question et non. Ah, c'est mort. Maintenant, Là, c'est bon. bon. On vient de faire 10 rounds ensemble. C'est terminé. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour Holloway Moi, j'aimerais juste donner mon avis sur le fight parce qu'il y a deux choses aussi. Pourquoi est-ce que je pense, je suis d'avis de Christian, pourquoi est-ce que je pense qu'Holloway a été cherché? C'est que je pense qu'il y a quand même eu il y a des moments où Holloway a vraiment mis en danger Volkanovski. Alors, premier round, deuxième round, Volkanovski se retrouve quand même le genou à terre 2 fois. Oui, il y a 2 knockdowns, enfin un knockdown par round. Par round. C'est pas rien. Je crois qu'à la fin du troisième round, Holloway il est largement devant en termes de punch au visage mis et en significant punch. Oui. Donc, et encore une fois, moi, il y a un avis que j'aime bien donner, et c'est vrai que si à la fin du fight, les commentateurs, Bisping et, pardon, c'était pas Cormier, c'était John... Johannick, ouais. avec sa belle moustache. Avec sa belle moustache. Les deux sont d'accord pour dire, ah bah très belle prestation d'Holloway, on est content, le retour de... Bisping finit le fight en disant, ça y est, c'est le retour de l'ère Holloway. Et moi, j'avoue que je suis assez d'accord avec lui. On voit les tweets passer pendant l'émission, pendant le fight. Tout le monde dit 3-1 encore jusqu'à la fin du quatrième round. C'est assez unanime. Hein. C'est assez unanime, ouais. Ouais. Et du coup, moi, ce qui me fait de la peine, c'est de me dire que Holloway, mine de rien, c'est une légende, c'est un bon combattant, il a fait le taf. Et j'ai vraiment peur que ce soit un peu le coup de grâce et que ça mette peut-être un fin à sa carrière. Ça n'a pas l'air d'être le genre du monsieur non plus. Hein. Je sais bien. C'est un coriace. Après, quand même, je vois ce que tu veux dire. Mais évidemment, on a le retour d'un Holloway qui était méconnaissable lors de son premier combat contre Volkanovski. Là, on retrouve un Holloway qu'on connaît mieux. Mais mérite-t-il d'arracher la ceinture à un Volkanovski qui a fait le dos rond, qui a su adapter son game plan, qui a su accélérer et qui a su reprendre le dessus? Après, ce serait allé dans le sens d'Holloway, ça n'aurait pas été un vol non plus. C'est très serré. C'est ça, on est d'accord. Mais je trouve que malgré tout, c'est ça. Volkanovski mérite aussi de garder sa ceinture. Et d'ailleurs, j'ai une question. Qui étaient les juges, du coup? Je n'ai pas les noms. Non, mais qui était quand ils sont à New York, on sait que c'est. Parce qu'ils ont probablement dû ramener des juges des États-Unis. Américains, à Abu Dhabi. C'est une commission américaine, du coup. C'est là qu'on se rend compte que plus que d'habitude, Eric nous manque parce qu'il c'est lui qui a ces infos-là. toujours ces petites infos. C'est lui qui a ces infos-là d'habitude. Qui nous manque un peu. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour chacun des deux protagonistes? Holloway, on sent que il va falloir. Il est dans une impasse. Il est dans une impasse parce qu'il est quand même relativement jeune. Bah oui. Il a 28 ans, il me semble. Mais il a déjà fait énormément de choses à l'UFC et dans le monde du MMA. La ceinture, visiblement, ne risque pas d'être disponible avant un petit moment. Non, là, à moins qu'il change de catégorie. Changement de catégorie, je suis pas sûr que ce soit à son avantage. Voilà. Et puis, au final, on peut quand même se dire que ça reste Holloway. Un title shot d'ici 3-4 combats, c'est pas inenvisageable non plus, peut-être, compte tenu de ce qui peut se passer, etc. Et donc potentiellement, si Volkanovski est toujours champion, un troisième combat contre Volkanovski. Pourquoi pas, si après Holloway le mérite. Moi, ce que je verrais bien, c'est si Holloway vraiment domine très très largement ces 2 prochains combats, je verrais bien Dana White lui dire, bon, là il a explosé les 2 gars. Parce qu'ils vont pas lui mettre des petits joueurs, donc je verrais bien Dana White dire bon allez on lui fait le rematch là parce que ça peut redevenir 4 combats ça me paraît long pour une légende comme lui, surtout après cette prestation là. Je dis pas si c'était fait démonter, oui tu refais tes preuves. Je pense que là en l'occurrence ça peut être et surtout on en parlait avant l'émission, mais moi j'aime bien regarder les faits et gestes de Dana White au moment de remettre les ceintures, etc. Et c'est assez indicatif aussi parfois de est-ce que l'UFC est content ou pas, parce que l'UFC c'est Dana White quoi. Et là en l'occurrence, alors bon, on voit qu'il essaye rapidement d'aller parler à Volkanovski à la fin du combat. On voit sur sa tête qu'il est pas non plus super content. Il insiste pas en fait. À un moment Volkanovski vite fait à le dos tourné, Dana White se casse, mais il se casse, il sort de la cage. Je pense que c'est pas personnel. Je pense que là, on est dans une dimension de business et évidemment bien sûr. Une belle, ça aurait été parfait pour l'UFC à marketer. Bon, et puis là, on a, comme tu disais un peu. On a une icône qui prend un coup de sombre, qui perd de la lumière. Holloway, on le voyait comme un mec limite imbattable.
Bon, là, battu 2 fois de suite, pas de la même façon, pas sur le même écart. Puis là, ce serait pas juste pour Volkanovski que l'UFC lui impose un 3e fight tout de suite. On est Ce serait d'accord. vraiment pas juste. Parce que lui, il mérite Bien, aussi d'avoir son quart d'accord. d'heure de gloire. Et Ouais. c'est un bon combattant. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il retire son appareil dentaire, son protège-dents quand il Ouais. fait les interviews après le combat. Parce qu'il a déjà un accent australien coupé au couteau et c'est une galère à comprendre. Et ça alors, fait si en beaucoup. plus, il garde son Ça protège-dents. fait beaucoup. Bon, après, puis il faut se dire quand même que c'est là aussi ce qui pourrait mettre des bâtons un peu dans les roues d'Holloway, c'est qu'on est sur une catégorie où il y a des mecs derrière qui poussent. Eh oui. Et Il repasse à la fin de la file, entre guillemets. c'est ça. C'est là, niveau prioritaire, c'est plus vraiment ça. Mais par Et contre, puis il y a du monde aussi, je pense aussi, qui vont être là à attendre de pouvoir combattre Holloway pour dire bah maintenant, tu vois, j'ai battu Ouais. Holloway, je mérite la ceinture, tu vois. Ah, attention, La title par shot. contre, en tout cas, Le title shot. Holloway est, à mon sens, pas du tout dans la même configuration que Aldo, qui deviendrait un espèce de faire-valoir de luxe. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de mecs dans la catégorie d'Holloway et de Volkanovski qui aimeraient affronter Holloway pour dire que ok, j'ai accroché ce nom-là à mon palmarès Ouais, et voilà. ensuite voilà. Tu peux aussi avoir les miquettes de l'affronter. Hein. Bah bien sûr. Moi je Parce pense qu'il y a que, beaucoup il est plus de complet. mecs qui ont peur d'affronter Holloway Ouais, je maintenant pense. que plutôt que de mecs qui ont envie d'aller le. D'autant défier. plus, le contexte de ces 2 défaites dans sa carrière peuvent vraiment lui servir à passer un nouveau palier qu'il n'était peut-être pas obligé de passer quand il rossait tout le monde C'est vrai. et qui surnageait dans sa catégorie. Ah, Donc là, on pourrait peut-être avoir aussi droit à un Holloway nouveau, un peu comme le Beaujolais, mais Oui. en plus piquant peut-être. le Holloway du monde d'après peut-être. C'est ça. En tout cas, je souhaite encore une fois applaudir Holloway qui a été exemplaire. On sent que c'est le fighter, bon père de famille, tout ça, qui est derrière, monté au créneau en disant non, mais arrêtez de dire que je me suis fait voler, je suis déçu. Mais il a quand même sorti un tweet en disant, parce qu'en fait, apparemment, il y a des journalistes qui disaient que c'était pas un vol, qui se sont fait insulter et qui ont reçu des menaces de mort, etc. Et lui, il prend le relais en disant mais arrêtez, déjà, c'est du sport, je me suis pas fait voler, voilà, ça arrive. Et surtout, il y a des gens on est en pleine pandémie, il y a des gens qui meurent, qui perdent leur travail, il y a des gens qui meurent de ça. Calmez-vous, c'est que du sport, tu vois. Ça a été assez classe de sa part. Effectivement, c'est Très classe. très classe de sa part de remettre Très ça en classe. perspective. Après, s'il avait été plus déçu que ce qu'il l'a montré et s'il avait un peu plus gueulé, moi, ça m'aurait pas gêné non plus. Voilà. Ouais, mais ça reste. Je pense que lui, il est vraiment dans l'optique de vouloir montrer Christian, l'exemple. Christian, il aime l'odeur du Bah, sang. lui, il aime bien le trash c'est- talking, c'est- tu vois. Moi, à Tu mon vois la sens, boxe, tu vois la boxe, tu vois la boxe. Moi, Nous, à on est mon des sens- artistes martiaux au Bon, MMA, tu arrêtez vois. avec Genre, ça. et on a des maîtres, on a des black belts au-dessus de nous, tu vois. Il y a du respect. Vous, la boxe, là, c'est Non, arrête. Un sport de gitan, là. voyou. Non, il faut arrêter avec ça. de thug. Écoutez, moi, ce que je veux dire, c'est vraiment juste que s'il avait gueulé un peu au micro après en disant voilà, moi je me sens un peu floué, j'ai le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour avoir la ceinture, moi ça m'aurait pas gêné. Je lui demande pas de faire un Est-ce que c'est exploit. pas révélateur pour toi le fait qu'il l'ait pas fait? Est-ce que c'est pas révélateur que au C'est un final il n'y a pas de vol? C'est un révélateur du fait qu'il est trop gentil. C'est ça. Voilà. Pour moi aussi. Moi, C'est pour plus moi, de la McLeod, c'est un mec- modestie que. Alors, c'est très classe, très Trop bien franchement, élevé, trop doux, Ouais, pour moi, c'est- trop gentil. Ouais. Pour moi, c'est limite, hein. Il en Attention. fait trop. Genre que- du zèle, Non, quoi, mais parce carrément. que rappeler que oui, effectivement, on est en ce moment dans une pandémie, qu'il faut remettre les C'est un peu choses à leur... pathos. Il n'est pas obligé de le dire, on le sait, tu vois. Bah quand même, Ouais, t'as aux quand même des États-Unis- journalistes qui se font menacer de mort, tout ça parce que... Et aux États-Unis, j'ai l'impression que les mecs le savent pas encore. Hein. Les partout. infos sont pas arrivées. Ah, Effectivement, dans Et- cette et région-là surtout- du monde, c'est un peu surtout- peut-être pas particulier. partout. Surtout à Hawaï, qui est très très touché par la pandémie. Et lui, il est hawaïen. Et je pense qu'effectivement, ils doivent avoir. Ça doit être un beau bordel. Parce que quand on sait que c'est un des États aussi les plus pauvres hein, Ouais. des États-Unis, malgré le fait que dans notre tête, Hawaï, c'est le paradis, pour lui qui est hawaïen pure souche, il voit les galères. On parlera vacances plus tard, il faut qu'on avance un petit peu. Il y a eu le main event, le BMF, hein, le plus grand baiser de maman. Jorge Masvidal défié en short notice de 6 jours le champion welter Kamaru Usman après le forfait de Gilbert Burns, justement, pour test positif au coronavirus. 1,3 million de pay-per-view vendus dans le monde, 900 000 en Amérique du Nord, 1,3 avec le monde, 4e meilleure perf de l'histoire de l'UFC. Un chapeau. Qu'est-ce que vous avez pensé et de ce combat, et de cette opposition, et de cette dimension médiatique? Parce que juste un petit... Alors ça c'est pareil, hein, je la dois à Eric celle-là. L'UFC 245, on a tous les fighters de la carte Ouais. du 251, sauf Masvidal.
l'UFC 245 a été vendu, je crois, à 400 000 pay-per-view. Là, 900 000 de plus, juste pour le game bread, quoi. Il y aurait eu un effet Masvidal. C'est sûr. Il est indéniable. Alors, il y a peut-être eu un effet, comme vous, Yas Island. Moi, je pense que beaucoup de gens... Il y avait aussi un effet Island. Tout le monde voulait voir des gens se battre au milieu des transats et des parasols. Les gens voulaient voir Street Fighter. Mais est-ce que tu payes 60 balles pour voir une île? Non, je pense pas. Non, je pense que Masvidal a en effet un vrai effet pesé Masvidal, énormément. Et il y a un vrai effet Masvidal et c'est potentiellement la seule chose positive qu'il peut retirer de ce combat-là. Oui, mais quel Alors c'est pour la positif, suite, parce pour la suite, ça va être vraiment très bénéfique. C'est peut-être le seul mec dont on se rend compte qui devient ultra bankable malgré une défaite. Mais parce qu'il faut le rappeler quand même, Kamaru Usman gagne ce combat à la décision. Oui. Après un combat qu'on pourrait qualifier de, quand on est spectateur, d'un petit peu ennuyant. Non, moi je trouve pas. Il est formidable. Il est formidable. Parce que les gens ont acheté avant le combat. Oui. Le combat s'est passé, était un peu moyen. Masvidal n'était pas à son meilleur niveau, et ça, c'est normal quand on prend un short notice de 6 jours. Il y avait un problème de cardio, hein, on le voit manger une pizza dans l'avion en arrivant. Il ne s'est pas montré sous son meilleur profil, si je puis dire. Mais il y a eu un round, quand même, le premier round, où on se dit, oulala, s'il y en a un qui touche l'autre... Ça va être absolument abominable. Bon, il se trouve que personne ne touche l'autre. Et après, on a un Kamaru Usman qui, pendant 5 rounds, va coller son adversaire, lui stompe les pieds, lui met des coups d'épaule dans le menton. En face, un Masvidal, on le sent bien, qui est plus concentré sur sa récupération et éventuellement un contre qui pourrait faire mouche, mais qui n'arrivera pas. Ousmane, lui, gère bien et conserve sa ceinture. Si je peux prendre un peu la défense de Masvidal. Alors moi, j'ai trouvé qu'il a fait un fight... la défense de Masvidal, parce que je pense qu'il en a besoin. Je trouve qu'il a fait un fight incroyable. Ce qu'il faut rappeler... Mais oui, parce que déjà, en face de lui, c'est Ousmane. Le mec, c'est un monstre. C'est clairement un monstre. C'est un lutteur de ouf. C'est un short notice. Qui est clairement pas le top du top de Masvidal. C'est clairement... En sport de combat, on dit toujours, t'as toujours le mec en face de toi. Des fois, moi je vais en jiu-jitsu brésilien, il y a des mecs, des fois ils battent personne, mais moi ils me battent tout le temps. Parce qu'ils ont vraiment le truc que moi j'aime pas du tout et ils me battent. Et là, en l'occurrence, Masvidal, déjà, il accepte le combat à 6 jours de l'événement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prépare une compétition, la dernière semaine avant la compète, généralement les entraînements ils sont ultra light. C'est plutôt de la récupération active, de l'éveil musculaire, etc. Mais la dernière semaine, c'est pas là que tu fais des sparring. C'est clairement, tu fais d'autres choses. Donc là, lui, Masvidal, le mec... Une semaine, c'est aussi trop court pour travailler ton cardio. Exactement. En 6 jours, il n'a pas pu, même pas, je pense, signer ne serait-ce qu'un contrat de sparring, histoire de dire je me fight vraiment avec un gars avant d'arriver à l'UFC. Parce que c'est pareil. Après, bon... Daniel Cormier, non c'était pas Cormier mais je crois que c'est Bisping qui disait faut pas oublier que c'est des mecs qui s'entraînent avec que des combattants UFC toute l'année, donc oui effectivement le mec s'entraîne, mais c'est pas pareil quand tu t'entraînes pour te maintenir et quand tu t'entraînes pour préparer un title shot contre le meilleur de la catégorie. Mais là il n'y a pas eu un problème technique chez Masvidal, c'est vraiment le cardio, on sent qu'il a dans les mais c'est les prépas, c'est justement l'entraînement, c'est le manque d'entraînement. C'est pour ça que selon moi c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées de se jeter dans ce title shot-là de la part de Masvidal. À ce moment-là, de la part de Masvidal. Pourquoi ? Il sauve l'event, j'imagine qu'il y a un beau chèque, et puis surtout, si jamais il le cueille premier round... Oui, il y a toujours cette chance-là, évidemment. C'est fait d'artifice avant le 14 juillet. Et mine de rien, j'ai trouvé qu'il résistait plutôt pas mal au jeu de Ousmane, parce que Ousmane est super dangereux. Il a réussi à résister à quelques takedowns qui étaient franchement bien solides. Moi, ça m'a un peu gavé les coups aux pieds, parce qu'on sait très bien que ça sert à rien. Et que est-ce que ça sert vraiment à rien? Ça sert à rien. C'est juste pour énerver ton adversaire. Ça énerve, mais est-ce que ça... Déjà, je pense que tu bousilles un appui. Mais même toi, tu te fais mal. Tu te fais mal au talon. Franchement, moi, je trouve pas ça efficace. Et à l'entraînement, des fois, on le travaille et je trouve pas ça particulièrement efficace. Ça compte pas sur le fait de fatiguer son adversaire. J'ai trouvé ça plus. Par contre, ce que j'ai trouvé très efficace et où il a été, et c'est là où on voit que c'est un lutteur et il a été très bon là-dedans, c'était le contrôle avec la tête contre la cage. On sentait vraiment que Masvidal était ultra emmerdé avec la tête de Ousmane en dessous et les coups d'épaule à la John Jones,
qui ont été encore une fois plutôt bien utilisés. D'ailleurs, John Jones a tweeté pendant le fight en disant ah, il me rappelle quelqu'un, Ousmane. Mais il a changé de nom. Oui, on a vu ça. Non, il s'appelle Bonnie, je crois. Bonnie, ouais. Voilà. Un mix entre Bones et Johnny. Voilà. Bon, il se fait plaisir, il s'occupe, c'est bien. Mais bon, toujours est-il que moi j'ai trouvé que Masvidal a plutôt bien combattu et c'était, moi je trouve que pour un short notice de 6 jours, ne pas se faire mettre au sol, ne pas se prendre de ground and pound, enfin ne pas finir KO, bah, c'est déjà une belle perf quoi. Il reste gagnant au final parce qu'il nous montre le Game Bread qu'il est ultra bankable. On voit que toutes les ventes ça tourne autour de lui. Il sauve le main event de l'UFC, mine de rien, parce que sinon le Kamaru Usman, tu peux être sûr que tu le revois pas peut-être avoir un bon moment parce que c'est quand même des machines pour se préparer. Et malgré tout, malgré la défaite, on ne parle que d'une chose maintenant, limite, ça va être d'un fameux combat entre Conor McGregor et Masvidal juste avant ça, pour archi-vendre. Alors avant ça. Juste avant ça, moi je trouve vraiment dommage pour Masvidal, qui est donc dans le game depuis 15, 16... Ouais, au bout de temps, hein, Voilà. c'est plus de 40, voire 50 combats. Voilà. Son début, Sans compter chez Kimbo les Slice. Garden Fight, Voilà. etc. Donc plus de 15 ans. Il est dans le game depuis plus de 15 ans. C'est, il me semble, son premier vrai title shot. Mhm. Et que ça se passe comme ça, qu'il le prenne en short notice, qu'il n'ait pas eu le temps de bien se préparer, je trouve que c'est vraiment dommage. Après, tout ce qui lui arrive d'un point de vue médiatique, financier, c'est bénéfique et ça va être bénéfique pour le futur, pour ce que tu disais notamment, un affrontement face à McGregor. McGregor, lui, il est en train, j'imagine, de s'entraîner tranquillement et tout. Là, il fait son anniversaire, surtout, je crois que c'était ce week-end, il n'y a pas hier, longtemps. c'était hier. Masvidal, faut qu'il récupère un petit peu. A priori, ça se fera pas avant fin d'année, j'imagine, s'ils s'affrontent les deux. Je pense qu'avec un type comme Masvidal, pourquoi pas à la rentrée? En septembre. C'est pas impossible. En tout cas, moi, On n'a pas un Masvidal qui prend un énorme KO, un truc comme ça. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle, avec tout le respect évidemment, un chien de la casse, quoi. Un mec qui est incassable, qui est increvable. Même s'il y a eu un cardio mis à rude épreuve, c'est pas impossible pour moi. Et surtout, j'en parlais avec Eric une fois de plus en off. Imaginez la promo de ce combat. Mais ça va être incroyable. Parce que dans la cage, on va avoir une explosion, mais imaginez ce qui se passe avant. Et surtout, moi, j'ai un peu l'impression que Masvidal, il est en train un peu de s'ériger en Conor McGregor bis. Un peu le bad boy, mais alors il n'a pas les penchants négatifs que peut avoir McGregor sur certaines choses qui peuvent énerver certaines personnes, notamment sur... Masvidal fait un peu de trash talk, mais il est quand même moins violent que McGregor. Et moi, je le sens comme ça. Je sens que Masvidal, si ce combat a lieu, va battre McGregor. Et derrière... Non, mais... C'est enregistré. C'est enregistré. En tout cas, non, mais je parle pour une histoire. Je fais un storytelling, si tu veux. Voilà. Parce que McGregor, on est d'accord. Il est plutôt sur sa fin de carrière. Il se voit pas rester à l'UFC encore des années. Il a ses business, etc. Donc moi, je vois bien Masvidal arriver et juste prendre le relais et devenir vraiment la nouvelle superstar du MMA au-delà de l'UFC et du MMA parce que prendre le relais, mais ça se profile. Il a quand même 36 ans. Alors je sais que à l'UFC, on a tendance à déborder un petit peu, parfois à dépasser les 40 ans et tout. Mais il a tout de même 36 ans. C'est pas rien. C'est vrai que c'est un détail important. Et sur le Masvidal-McGregor, moi, je pense que McGregor, vu ce qu'on a... Alors, même si c'était que Donald Cerrone, grand respect Donald Cerrone, pas de souci, mais même s'il s'en est sorti très facilement, et même si on n'a pas forcément pu voir beaucoup de choses du nouveau McGregor, moi, je sais pas, je sens une fraîcheur, un truc nouveau chez McGregor qui fait que... En tout cas, on sait que ce serait une opposition qui montrerait le vrai niveau actuel de McGregor. Il y a quelque chose que je sens chez Masvidal et que je ne sens plus chez McGregor, c'est la dalle de vouloir s'en sortir et de devenir la légende. La fin, un peu, comme on dit. Voilà. Et McGregor a déjà tout fait à ce niveau-là, il n'a plus rien à prouver. Et il a, là, pour ce qu'il fait, il le fait, j'ai envie de dire, un peu pour le kiff et pour arrondir pour mettre du beurre dans les épinards. Il y a deux trucs. Pour moi, selon McGregor, c'est que donc il a envie de battre, à mon sens, ça c'est vraiment strictement que mon avis, mais il veut battre un des gros noms qui est actuellement là, un Masvidal, éventuellement Gaethje. Et puis il a envie de battre le BMF, quoi. Et ça, je pense que ça l'intéresse aussi, mine de rien. D'ailleurs, moi ça m'a un peu... c'est un des gros noms.
refaire un truc face à. Ça m'a un peu dérangé. Ouais. Et le battre éventuellement. Je disais que moi j'ai un peu été dérangé qu'on n'accepte pas la proposition d'Ousmane de remettre en jeu la BMF un peu comme le linéal champion en boxe, tu vois, la BMF elle se transmettrait de... Personnellement, je trouve ça logique. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils avaient dit que c'était juste pour une seule fois. Ouais. Bon, on sait que c'est faux et qu'il y aura une deuxième lorsque ça les arrangera. C'est ça. Ensuite, face à McGregor. Kamaru Ousmane en baiser de maman, non, disant, terrible. Mais du coup tu te bases sur quoi? le mec est trop bien élevé, le mec est trop straight, etc. Ouais, mais c'est du sport, ça reste du sport, tu gagnes des titres. Soit, mais là on sait que c'est un titre un petit peu médiatique. Ça correspond beaucoup plus à la clique Diaz-McGregor Voilà. plutôt qu'un mec comme Kamaru Ousmane. Et d'ailleurs, c'est tout le problème. Kamaru Ousmane est le champion en titre, il ne vend pas. Ouais. C'est Le fou. Hein. Nigerian Nightmare est très fort. Ouais. Moi, il me fait penser vraiment à un tueur dans une cage. Il me fait penser un peu au Woodley d'antan, en fait. Ah ouais. Mais d'ailleurs, il a une figure médiatique qui est tellement lisse. On leur reproche la même chose. Sur la semaine, là, ils ont essayé un petit peu de monter un trash talk entre Masvidal et Ousmane. Ça marche pas. Non. Même quand Masvidal dit ouais, moi Ousmane, je peux pas le blairer, je le déteste et tout. Bon, on n'y croit pas. Bah, surtout à la fin, ils se font une accolade, tu sens. Enfin l'accolade. Bon, il se touche pas les gants au début. Bon, il s'était quand même accroché, au Super Bowl. Ouais. Bon. Écoutez, Mais bon, ça restait gentil. Tu sentais qu'il n'y avait pas grand monde qui retenait Ousmane et il avançait pas non plus. Donc bon. Bon, Ousmane devra donc défendre sa ceinture et en tout cas la vraie information c'est que Masvidal est ultra bankable, que c'est pas le seul et que ça va donner lieu. Et c'est cool qu'il y ait enfin un autre mec ultra bankable à l'UFC. Oui, un relais un peu. Moi je trouve ça cool quoi. Mais en fait, Dana White et l'UFC doivent forcément penser beaucoup à ça. Il a de très bons sponsors. Désolé à tous et à toutes, évidemment, on est sur un format un peu plus court. On retourne dans les studios. Évidemment, Fréquence MMA, le podcast audio, reviendra sur toute la carte. Je ne participerai pas au prochain Fréquence MMA. Ce sera Eric et Taylor Lapillus. Ah, donc quand même, très bien. Ça va. Je suis remplacé. T'as des remplaçants de fait, quoi. Attention. Hein. Donc ça sortira dans la semaine. N'hésitez pas à aller les écouter. Eric et Taylor vous dispenseront ce Fréquence MMA. Non, je sais plus 107 ou 108. En tout cas, on est par là. Et ça va être super. T'as vu ça? Il a la honte. Ça, quand tu perds le compte, ça c'est le showbiz. c'est que t'es très haut dans le game. C'est le showbiz. C'est que t'es costaud. Non, quand tu perds le compte, c'est que ça y est, t'as percé. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Quelques news quand même. MMA, notamment une news d'équipementier de sponsoring. Le Cocorico surtout. Ah oui. Venom rafle la mise Quelle surprise. à Nike et Under Armour et sera donc le prochain sponsor officiel équipement textile de l'UFC, sachant que pour les baskets, on reste chez Reebok pour le moment. Jusque 2020. Normal parce que Venom, pour l'instant, en tout cas, ne fait pas de basket. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, messieurs? J'imagine qu'on partage tous l'étonnement. Bah, écoute, moi c'est mon taf. L'étonnement et le contentement. Moi qui bosse dans ce milieu, parce que je fais la même chose, mais chez Monster Energy, donc je suis ravi parce qu'en plus, du coup, je travaillais déjà avec Venom à l'échelle locale. Entre Monster et Venom, et du coup là officiellement on va pouvoir faire des bêtes de trucs avec l'UFC, donc je suis super content. Mais clairement, j'espère qu'on va avoir un petit survêt gratos. Voilà, au moins ça. Pour mais commencer, clairement, quand Dana White a annoncé les 3 potentiels repreneurs, pour moi, Venom, je les ai. D'ailleurs, j'avais commenté sous votre tweet. Pour moi, Venom, je les avais dégagés direct. Parce que moi, je voyais Nike arriver gros. Oui. Je les voyais arriver là comme et ça. Under Armour aussi, on sait qu'ils sont. C'est surtout puissants. Je me demande. Ok, Venom, c'est très gros. Hein, j'en ai conscience et c'est très bien parce qu'en plus, il faut qu'on soit chauvin, il faut pousser cette marque, etc. Mais on parle de contrats. Je veux pas dire de bêtises, mais on est entre 70 et 80 millions d'euros. Plus à l'année. Non, pour 5 ans. sur 5 ans. Reebok, sur 5 ans, avait lâché 70 millions. D'accord. Sur 6 ans. 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans. Okay. Mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. Derrière, ce qui coûte très cher, c'est payer systématiquement les fighters. Ça, les primes de match. Ça, au final, quand tu calcules le nombre d'UFC plus le nombre de fighters qui combattent, c'est gigantesque. Et surtout, en marketing, il y a une chose qui coûte encore plus cher que ce que eux ont payé pour être à l'UFC, c'est que généralement on te dit ce que tu payes en sponsoring, ça représente la moitié de l'activation que tu fais derrière pour promouvoir toi de ton côté le fait que tu es partenaire de l'UFC. D'accord.
Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une marque comme Reebok, elle faisait de la pub télé, elle faisait de la pub sur Internet, elle faisait d'autres sponsoring d'athlètes du MMA qui ne sont pas forcément à l'UFC, elle faisait de l'affichage dans les grandes villes. Mais il y en avait aussi à l'UFC, notamment avec McGregor. Il y a un contrat d'exclusivité Reebok-McGregor. Exactement. Quid de ce contrat maintenant? Et donc Venom coup, est obligé de faire ça maintenant avec... ils vont être obligés. Et moi, la question que je me pose, c'est comment ils font? Parce que oui, Venom, c'est vrai que ça reste une belle marque. Dans le monde du sport de combat, tout le monde connaît. Là, c'est le seul truc à peu près logique qu'il y a comparé à Nike ou Under Armour, qui sont des équipementiers de sport plus généralistes. Venom, c'est sport de combat. Donc ça, on a une logique vis-à-vis de ça. Ce qui est étonnant, c'est d'arriver à se dire que ni Nike ni Under Armour n'a mis plus sur la table que Venom, parce qu'on connaît l'UFC. Ils n'ont pas fait ça pour être sympa, ou on sait que c'est une histoire de gros... Après, attention, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cahier des charges de ce que demande l'UFC en termes de sponsoring pour ces marques-là, mais peut-être que Nike et Under Armour sont arrivés avec plus d'argent en disant voilà, on vous file ça, démerdez-vous, et que le cahier des charges n'était pas forcément respecté. C'est-à-dire que, admettons, Nike avait peut-être pas forcément envie de reprendre le contrat que McGregor a actuellement avec Reebok, qui doit être très 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 cher et très. Je pense qu'il est au moins quasiment aussi gros que celui de l'UFC. Voilà, tu vois, donc c'est quand même une somme assez importante à sortir. Nike, aussi riche qu'il soit, ils ont peut-être pas forcément envie de sortir autant d'argent sur un seul mec qui, même s'il est Conor McGregor, est quand même sur la fin de sa carrière. Et tu vois, si tu lui signes un contrat de 5, 6, 7 ans, t'es pas sûr qu'il combatte encore 5, 6, 7 ans. Et je pense que ça aussi, ça a joué. Peut-être que j'ai pas les chiffres. McGregor est bien marié avec Reebok, mine de rien. Néanmoins, je vais profiter de cette passerelle parce que on se rend compte qu'il y a des petits bruits de couloir qui disent que c'est à peu près pareil pour les droits en France, parce que tout le monde l'a remarqué. Cette UFC 251 était diffusée quasiment dans son intégralité en plus sur RMC Sport 4. Donc c'était le retour de la diffusion de l'UFC à la télé française. Et les bruits de couloir disent qu'apparemment Canal+ ne se bouscule pas, personne ne se bouscule au portillon pour racheter les droits. Bon, alors il y a une explication. L'UFC en gros a gonflé le prix à x3. Ouais, déjà. Voilà. Donc ça aide forcément à ce que personne ne se bouscule. Ils sont en train de pousser l'offre Fight Pass. Parce que là, pareil, la main card était moi, je l'ai regardé gratuitement disponible gratuitement si tu es abonné à Fight Pass. Et donc, retour sur RMC Sport. On ne sait pas si l'événement de ce soir, nous enregistrons mercredi, on ne sait pas si l'événement Qatar IG va être diffusé ou non encore sur RMC Sport. Tu penses pas, toi? En tout cas, il est sur le Fight Pass, ça c'est sûr. Ils l'ont annoncé. Non, mais je pense qu'il est gratuit sur le Fight Pass. Mais là, c'était gratuit sur Fight Pass et diffusé sur RMC Sport. Donc en effet, comme tu disais, il y a des cahiers des charges qui sont peut-être pas... Moi, je pense que que ce soit pour les droits télé, comme pour... là, on parle de droits sponsoring pour les équipementiers. Je pense que les plus grosses marques et les plus grosses chaînes de télé, mettre l'argent, c'est pas forcément un gros problème. Mais respecter le cahier des charges, c'est-à-dire, voilà... l'UFC, c'est diffusé de telle manière. On diffuse les combats comme ça. Nous, on veut que tel combat, si on est en différé... Si vous voulez, je peux vous dire précisément à quel point l'UFC est très chiant, parce que justement... moi, alors, rapidement... je vous dis rapidement, mais... Et on terminera la partie MMA, parce qu'après, il faut changer. Je vois les lions qui tournent autour de la cage. Là, il va falloir qu'on accélère. Par exemple, nous, je sais qu'à l'UFC, sous contrat Monster Energy, on a l'obligation d'avoir 8 athlètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le minimum 8 athlètes et surtout c'est le maximum. Ça veut dire que si je veux faire rentrer, par exemple, l'année dernière, je voulais qu'on me propose un contrat à Francis Ngannou. Le boss sport de combat Monster Energy aux États-Unis m'a dit non, parce que si tu veux prendre Francis Ngannou, il faut que je bouge Daniel Cormier. Donc effectivement, je lui ai dit bah non. Après il m'a dit en fait l'idée c'est que chaque fois qu'on fait rentrer quelqu'un, c'est les chaises musicales. Donc ça va être après, ça va être la même chose. Autre chose, ils sont très 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 chiants avec ce qui est diffusé sur l'UFC Fight Pass. Nous on est partenaire encore une fois avec Monster du Muay Thai GP qui est diffusé sur l'UFC Fight Pass. Et systématiquement, il y a quelqu'un aux États-Unis qui gère l'UFC Fight Pass, qui est au téléphone avec les organisateurs et qui leur dit « Ok, là, il y a un truc, tu me le dégages. Là, il y a un truc, tu me le dégages. Là, vous vous dépêchez. Ce combat-là, il est chiant. Faut essayer de faire en sorte que ça... » Les mecs sont... Tu es un des fighters. Et quand je te dis ça, c'est pas ils sont en mode si tu fais ça, le prochain événement, on le fera pas sur l'UFC Fight Pass.
si tu le fais pas, ça sert à rien que tu finisses d'enregistrer, on vous diffusera pas sur l'UFC Fight Pass. Ah ouais. Donc les mecs sont vraiment une machine de guerre, Ouais, de c'est pression à donner à tout le monde. Ça doit être très très dur de bosser. Et alors par contre, j'applaudis Venom et je les remercie parce que l'année de la légalisation en France, avoir un équipementier français c'est un peu la et classe. autant de combattants français qui réussissent à l'UFC, c'est parfait. C'est un peu la le classe. tiers, c'est gagnant. Ce sera une belle formule pour terminer cette partie MMA. On va maintenant passer au crochet box, la partie de notre vraie patte de Paname. C'est parti. Pour ce crochet box, Christian, tu vas nous parler du retour de la boxe en France. Enfin. Ah, il était temps. Enfin. Parce Comment que ça se on matérialise était- alors Bah, la boxe- Entraînement, compétition, les deux. Les deux, mon Ah, les deux. magnifique. On est partout. Ouais. Non, la boxe était un peu le parent pauvre des sports depuis la fin du confinement. Mhm. Tout le monde, tous les sports collectifs, les sports de plein air ont eu la possibilité de reprendre plus ou moins rapidement Ouais. selon les disciplines, reprendre l'entraînement individuel d'abord, puis collectif. Et là, depuis samedi, enfin, ça y est, la boxe en salle peut reprendre, toujours évidemment avec des mesures de précaution dans toutes les salles. Et c'était très important que ça reprenne parce que y a beaucoup de salles qui sont en danger. Ouais. Beaucoup de salles qui sont en danger de fermeture, des clubs qui sont en danger de fermeture. Donc c'était important de reprendre, que en vue de la saison prochaine, les adhérents repayent leur licence et fassent vivre les clubs, tout bêtement. ouais, Les bien clubs sûr. vivent en grande partie de ça. Et puis ça fait plaisir, voilà. Oui. C'est juste un vrai plaisir. Il est C'est content. très bête, hein. Non, c'est très simple. Plaisir Non, mais c'est partagé très parce simple, que ça veut dire que je peux reprendre l'entraînement aussi. Aussi. Par exemple. Donc tout le Non, monde mais peut aller t'as- tourner. Les gens se rendent pas compte à quel point trouver un sac de frappe en plein air sur lequel bah ouais. s'exercer, c'est pas difficile. évident. Tu vois, donc, C'est pas évident. C'est en ce effet. genre de petites choses. Un punching ball en plein air, mais laisse tomber. Donc Ouais. ça fait juste plaisir. Et voilà, pour ceux qui sont dans le monde professionnel et qui s'entraînent pour des combats à venir et tout, ça fait plaisir pour eux. Alors il n'y a pas que ça, parce que la boxe pro française s'organise comme devraient le faire les combattants UFC. On en parle un peu moins ces derniers temps, mais on sait que c'est très présent. Il y a un syndicat qui est en train de se monter, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, juste avant de parler du syndicat des boxeurs professionnels, je vais juste préciser que la reprise de la boxe sur les rings, une vraie réunion, ça aura lieu le 30 juillet à Paris. Ok, ah Au oui, donc c'est cirque- imminent, ouais. Voilà, c'est vraiment imminent, au Cirque Borman. Et c'est une réunion qui est nommée la réunion du monde d'après. D'accord. Alors, à juste titre, Ouais. parce que, on est dans le monde d'après, Ouais, bien sûr, évidemment. ouais. Et parce que c'est un peu les boxeurs du monde d'après, entre guillemets, qui seront mis en valeur lors de cette réunion. Que des boxeurs qui ont moins de 25 ans. D'accord. Voilà, un peu le futur de la boxe tricolore. Donc ça va être sympa à regarder. Sympa comme tout. Et donc il y a un syndicat alors. Le syndicat, justement, ces jeunes boxeurs qui vont boxer Ouais. le 30 juillet, pour la plupart, ils sont affiliés à un promoteur. Ils ont, pour certains, un manager. L'initiative donc de Zakaria Atou. Zakaria Atou, c'est un boxeur professionnel, ex-champion d'Europe des poids super welter ou welter. Il faut que je regarde super welter. Voilà. C'est un Des poids welter qui a super une cape. welter. Voilà. Celle-là, elle était nulle. Ouais, mais j'ai fait rire Christian. Elle était pas si nulle que ça. Attends, je Il est fais méchant. Philippe Non, mais- Bouvard. Ah, celle-là, elle était nulle. Non, mais le mec, Laisse-moi rire comme Philippe Bouvard, s'il te plaît. là. Grosse tête, D'accord, tu Non, as un nouveau titre, moi, toi, pour la présentation. bah, Juge perso, de l'humour. Perso, j'ai validé. Voilà. J'ai validé, voilà. Merci, Christian. Enfoiré de D'ailleurs, je brique. ne connaissais pas cette catégorie. Ah ouais, quel salaud. Et donc Zakaria Atou, qui a quand même un gros passé de boxeur, Mhm. il a une carrière qui est plutôt derrière lui certes, mais il a vraiment beaucoup d'expérience. Il a pour idée, c'est une idée qui est qui traîne un peu depuis quelques années, mais qui n'a jamais vraiment été mise en place, donc de créer un syndicat des boxeurs professionnels, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'abus envers les boxeurs Ouais. professionnels. Et quand je dis boxeurs professionnels, c'est pas forcément le haut du panier. Ah non. Bien sûr, Un ouais. surtout Tony pas le haut du Oka, panier. les Souleymane Sissoko, tout ça, ils n'ont pas forcément. Ils ont moins de problèmes, ouais. Voilà, ils ont moins de problèmes. Je parle du boxeur qui travaille la semaine, s'entraîne en même temps et qui le samedi fait 300 km pour aller combattre. Faire sa compète. Voilà, et Ouais. gagner pas énormément d'argent. Bien sûr. Et qui parfois n'est pas payé. Qui se blesse, Voilà, il doit payer de qui sa se blesse, poche voilà, qui les, doit payer. Et justement, les soins. pour aider ces boxeurs-là, pour aider les boxeurs professionnels, voilà. Et Zakaria Atou, avec plusieurs personnes du monde de la boxe, essaye de mettre en place ce syndicat-là.
Il s'appuie, et là je vais vous demander votre attention, il s'appuie sur le président actuel de Proval, le président actuel de Proval qui est donc le syndicat des rugbymen professionnels. Ce monsieur est Robins Chalewachu, qui est aussi chairman de Ares Fighting. Donc, il y a un petit pont. Donc, ils sont tous les deux ensemble, ils essayent de mettre ça en place parce que Robins Chalewachu a une grosse expérience dans tout ce qui est. C'est un grand syndiqué, ancien rugbyman. Oui, c'est un rugbyman. Président du syndicat Proval qui défend les intérêts des rugbymen professionnels. Et Zakaria Atou a pris des renseignements auprès de lui et auprès d'autres personnes du milieu de la boxe. Bonne nouvelle, et tu nous tiendras au courant évidemment de l'évolution de ce projet. Du bif entre le jeune buzzer Ryan Garcia et le vieux baiser Golden Boy. Le vieux gros baiser. Fallait que je te. Je vais essayer de rebondir. Celle-là, elle est bien partie. Moi, j'ai l'humour South Park, tu vois. Dès que c'est gras, c'est pour toi. C'est ça. Alors, pour faire simple, Ryan Garcia est fâché. D'accord. Il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il ne se sent pas assez considéré par Golden Boy Promotion. Il estime, selon son propre aveu, être la deuxième plus grosse star de l'écurie Golden Boy, la première étant Canelo Alvarez, évidemment, sans aucun doute. Et donc Ryan Garcia, qui déjà l'année dernière était un peu en bisbille avec Golden Boy. Il n'était pas content parce qu'il y avait eu l'annulation d'un combat. Alors c'est personnel avec De La Hoya ou c'est plus avec la structure? C'est devenu personnel avec De La Hoya. Ah, c'est devenu personnel. L'année dernière, quand il a eu son petit problème d'annulation de combat, c'était plus avec la structure Golden Boy, voilà, vous n'êtes pas très bien organisé, etc. Là, il était censé boxer le 4 juillet. Ouais. Il devait être main event d'une réunion Golden Boy le 4 juillet, diffusé, je ne sais plus qui est le diffuseur il me semble que c'est DAZN. Ouais. DAZN, le diffuseur des réunions Golden Boy. Il devait être main event. Golden Boy lui proposait $200,000 pour ce combat-là, qui est quand même une grosse somme pour un jeune combattant, surtout dans la période actuelle. C'est quand même beaucoup d'argent. Il refuse parce qu'il estime qu'il vaut plus. Ouais. Voilà, il refuse de combattre. De La Hoya dit, bon, très bien, pas de problème, c'est ton droit, tu veux pas combattre, reste dans ton coin. De La Hoya fait une grosse promotion de cet événement-là, en mettant en valeur un autre jeune homme de son écurie, qui s'appelle Vergil Ortiz Jr., et il dit en gros, voilà, la nouvelle merveille de Golden Boy, c'est lui qui sera main event le 4 juillet, jour de fête nationale, c'est lui le futur, etc., etc. Ryan Garcia, il voit ça, il est dégoûté. Il fait un live Instagram où, en gros, il insulte De La Hoya en mode, voilà, t'étais mon idole, maintenant t'es plus qu'une merde, voilà, patati patata. Ouais. Je croyais que j'étais le numéro 1 pour toi et tout, mais apparemment je suis plus le numéro 1, etc., etc. Il y a des intermédiaires qui sont intervenus pour, entre guillemets, faire baisser les tensions. Un des intermédiaires, c'est la WBC. Ne me demandez pas pourquoi. une fédération qui, entre guillemets, intervient... Qui se mêle de ça. Qui se mêle d'une querelle entre un promoteur et son poulain. Parce que bon, il faut réexpliquer que la WBC est une organisation mexicaine, très très proche de Golden Boy et d'Oscar De La Hoya. Ouais. Ils ont tout intérêt à ce que Ryan Garcia réussisse pour que leur fédération reste florissante et reste la numéro 1. La WBC a ordonné à Ryan Garcia et à Luke Campbell, qui sont tous les deux dans la catégorie des légers, de s'affronter. Luke Campbell, son dernier combat, c'était face à Vasily Lomachenko. Ouais. Donc ce combat Garcia-Campbell serait une sorte de demi-finale mondiale et potentiellement le vainqueur irait affronter Lomachenko. D'accord. Ça, évidemment, Garcia... Oui. C'est appétissant pour lui, donc il est très intéressé par ce combat-là. Il a accepté. Campbell, lui aussi, est prêt. Il faut trouver une date pour que les deux s'affrontent, savoir si ça se fait en Angleterre ou aux États-Unis. À mon avis, ça se fera aux États-Unis, parce que c'est la WBC qui gère tout ça. Et ça va être très intéressant parce que Luke Campbell, c'est quand même un gros nom de la catégorie des poids légers. Ce serait éventuellement la dernière marche avant d'aller chercher Lomachenko, même si moi je pense que c'est encore très tôt pour Ryan Garcia d'aller le chercher. Mais ce serait l'opportunité pour Ryan Garcia de se montrer sous son meilleur profil face à un adversaire vraiment qui a un nom. Et on verrait vraiment si c'est pas juste un buzz, buzz TikTok, Instagram. Quoi. On voit, d'accord.
Et puis on l'a vu lors de l'UFC 251, le jeu vidéo UFC 4 va sortir avec 2 invités. Alors on savait qu'il y avait Tyson Fury dedans. Et puis là, on a eu la news qu'il ne sera pas tout seul. Il y aura aussi Anthony Joshua dans les personnages qu'on pourra prendre. Alors je ne sais pas s'ils seront disponibles aussi en mode MMA ou seulement en mode KO. Non, moi je les ai vus avec des mitaines en tout cas. Ouais. Donc Mitaine, disponible en mode MMA aussi. Et tout ça n'est pas du goût du tout Il est colère. de la vraie pâte de Paname. C'est une catastrophe. Pourquoi? C'est une catastrophe. Alors, pas pour l'UFC. L'UFC, franchement, coup médiatique magnifique. Vraiment super bien joué. Ils savent le faire. Ils prennent les 2 meilleurs boxeurs, enfin, pas les meilleurs boxeurs, mais les 2 plus connus, Les 2 les grosses 2 plus entités populaires plus du moment. médiatiques de la boxe Ils les mondiale. mettent dans leur jeu. Ils ont totalement raison. Le problème, c'est que À la savoir boxe, qu'avant, il y avait eu Il y avait Bruce Lee, Tyson, Mike Tyson. Et là, maintenant, on est sur, oui, en effet, comme tu dis, les 2 figures les plus médiatiques de la boxe mondiale. pour moi, le gros problème, c'est qu'on n'a pas de jeux vidéo de boxe, en fait. Ouais. On n'a tellement même pas de mini-projet de jeux vidéo de boxe Comment ça se fait? que... Alors, le problème, c'est que, et là, je me tourne vers eSports, si vous nous regardez, vous avez beaucoup développé le jeu UFC. Là, on en est au 4e. eSports a totalement abandonné la franchise Fight Night. Ils ont fait Fight Night ils ont fait 5 éditions de Fight Night. Mhm. Donc, ils ont fait Fight Night 1, 2, 3, 4, puis Fight Night Champion. Ensuite, ils ont abandonné. Et Fight Night Champion, ça date de 2011. Ah oui, c'était pas... Donc, ça date vraiment beaucoup. Alors, moi, j'ai ma petite idée. Vas-y. C'est que c'est beaucoup plus facile de faire un jeu comme ça avec l'UFC où tu as une fédération. C'est toujours le même problème. Hein. Une fédération, Le point de une vue seule unité, encore. voilà. Les droits. Ouais. Et les droits, je pense, sont uniformisés pour tous les Mhm. fighters. Là, si tu veux faire un jeu de boxe, il faut aller voir Fury, payer Fury ce qu'il te demande, aller voir Wilder, payer Wilder ce qu'il te demande. Et après, Il y il a faut des aller mecs- voir IBO, Voilà. IBF, WBC, Exactement, pour avoir les ceintures. Et je pense que C'est- la boxe, les combattants ont tellement l'habitude d'avoir des salaires mirobolants Ouais. que pour eux, à la sortie d'un jeu, ils vont dire bah voilà, moi je combats pour autant en boxe, tu t'alignes pour que je sois dans le jeu. Autre chose, et là, On n'est pas prêt de revoir un jeu de boxe, en tout cas, Ouais, à je mon pense sens. aussi. C'est- Et c'est- l'autre ça va être très compliqué. point, je pense aussi, il est purement marketing. C'est qu'aujourd'hui, le jeu UFC, il est bankable parce qu'il plaît à la Gen Z, il plaît à ce public qui aime bien voir de la bagarre en cage, etc. D'ailleurs, jaquette de UFC 4, Très belle jaquette. Très stylé. Israël Adesanya et Masvidal. Game Red. Masvidal. Très belle jaquette. Mais du coup, tout ça pour dire que d'après moi, est-ce que l'amateur de boxe, il n'est pas plus vieux que, en règle générale, l'amateur de Oui. l'UFC Oui, on peut et que dire du ça. coup, il joue pas forcément vraiment à la console. C'est un peu le même principe que Ouais, il y a attends, je t'arrête. il y a beaucoup de Parce jeux de que- foot, il n'y a pas de jeux de rugby. Oui, parce que c'est le système de jeu aussi qui veut que c'est plus compliqué à coder. Là, un jeu de boxe, je pense qu'il y aurait pas mal de gens qui y joueraient. quoi. Ouais, mais moins que l'UFC, je pense. Et donc, EA, à choisir, ils mettent plutôt toute leur billes parce qu'un jeu de boxe coûterait peut-être même plus cher que le jeu UFC officiel. À financer un jeu de boxe aujourd'hui, je En pense termes de que droit, c'est ça doit être extrêmement cher. une galère. Bon. Pas possible. De toute façon, Extrêmement on cher. en reparlera de tout Oui, ça. oui. Il y a des choses aussi un petit peu en coulisses avec le gaming, le jeu UFC Oui, 4. oui. Il est possible qu'on nous voit un jour y jouer, se faire laminer, parce que moi je suis une grosse pine, en tout cas ce jeu-là. Mais on en reparlera et au moins on comprend un petit peu mieux pourquoi il n'y a pas de jeu de boxe. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de Bagarre Générale sans Eric qu'on retrouvera la prochaine fois. On l'embrasse, on vous embrasse. Merci messieurs. On n'avait pas Merci, beaucoup de temps les gars. aujourd'hui, il fallait faire concis. c'était J'espère du qu'on a réussi. À A priori, ça bientôt pour après l'UFC 252 Ouais. qui lui promet aussi une très très grosse soirée. Bye bye. Ciao les gars.